Bonjour, Monsieur Malick Ndiaye. Bonjour, monsieur. Nous sommes avec Malick Ndiaye, l'éminent professeur, le docteur. Leral.net dit bienvenue à tous ces internautes. Monsieur Ndiaye, la première question qu'on a envie de vous poser, c'est de savoir, par rapport à l'actualité brûlante, la sortie du Premier ministre du Sénégal, qui s'est prononcé sur les contrats pétroliers et qui a menacé par allusion certaines personnes qui, dans le futur, diffuseraient de fausses nouvelles de poursuites pénales. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette sortie du PM? Vraiment, je trouve désolant que ce garçon de Premier ministre que je connais depuis la France et avec qui j'étais dans le cabinet du président, je le connais. Nous sommes réunis plusieurs fois. Je suis désolé de le voir prendre la défense du frère du président qui, pour l'instant, est seul interpellé. Et je trouve que le Premier ministre aurait dû prendre de la hauteur et jouer un rôle d'apaisement, comme c'est dans nos traditions. Et comme au demeurant, la tradition mouride religieuse qu'il revendique devrait l'y pousser. La recherche de la paix est essentielle dans le pays et donc la vérité finit par triompher et je souhaite que dans les meilleurs délais que Monsieur le Premier ministre revienne sur ces propos qui ne sont pas dignes de son rang et plutôt mobilise les règles administratives et les procédures pour dire au peuple voici ce qu'il en est. Je souhaite donc que rapidement que cette phase soit dépassée. Le peuple a besoin de transparence et jusqu'à nouvel ordre, le gouvernement doit la vérité au peuple. Je considère que monsieur John, qui n'a jamais été un militant ni un combattant connu, je souhaite qu'il comprenne très vite qu'il a été piégé dans un jeu de politiciens et que c'est au peuple qu'il doit la vérité, mais pas des menaces à d'éventuels adversaires de Monsieur le Président de la République. Voilà, donc... Voilà. Le premier visé, c'est Ousmane Sonko, qui est déjà radié de la fonction publique. Que vous inspire cette radiation de l'ex-inspecteur des impôts qu'est Ousmane Sonko? Alors, garmi que je suis, je parle bien d'éthique, n'est-ce pas? D'éthique, de Samba Geladio Djegi, de Dimon. Garmi, Dimon, tout ça, c'est pareil. Alors, je crois que Sonko exprime une nouvelle race de fonctionnaires, c'est-à-dire celle qui, à partir des années 90, obéit au devoir de ses fonctions par loyauté vis-à-vis de l'État et du peuple et non à son intérêt. Par là, je crois que M. Sonko a une éthique que j'appellerais Khaloulia Arkounienne, héritée de Cheikh Ahmad Bamba. C'est-à-dire, c'est une éthique consistant non pas à rechercher les privilèges des rois et les prébendes des ministres, des DG, etc., mais plutôt à agir selon
des valeurs. Et je crois que cette question-là, on la retrouve chez ce jeune homme qui a donc l'admiration de tout le peuple et le respect. Et plus que le respect, l'estime pour avoir déclaré la vérité, mais sans trahir le secret de sa fonction. Le devoir de la fonction est différent du secret de la fonction. Monsieur Sonko n'a pas violé les secrets de sa fonction, il a assumé le devoir de vérité d'un fonctionnaire vis-à-vis de l'État et du peuple. Pourtant, on lui a reproché le droit de réserve qu'il devait quand même avoir par rapport à toutes ces informations. Nous avons des collègues à la faculté de droit qui sont des enseignants et des professeurs. Lorsque nous en avons parlé, ils nous ont expliqué qu'il y avait une différence qualitative entre la notion de droit de réserve et puis maintenant le devoir de conscience. Monsieur Sonko, comme Monsieur Amadouba ou comme Monsieur le directeur général des impôts, appartient à un parti politique. Il a donc des devoirs vis-à-vis de son appartenance. Alors, maintenant, lorsque M. Sonko parle de l'Assemblée nationale, eh bien, les 5 milliards ou les impôts non payés, eh bien, c'était sur Internet. Donc, on ne peut pas lui reprocher d'avoir révélé un secret puisque l'affaire était sur la place publique. Et ainsi de suite. Je crois que si les procédures avaient été régulières, comme cela se fait dans toutes les entreprises du monde et dans toutes les associations, M. Sonko aurait pu être convoqué par ses supérieurs pour une séance d'explication. Et probablement, supposons que M. Sonko eût fait une erreur, bon, il aurait dû y avoir, par exemple, des sanctions du genre avertissement, blâme, etc. Bref, on a l'impression là que toutes les étapes ont été brûlées et c'est dommage pour un pouvoir qui dit compter sur les jeunes. Parce que M. Sonko est jeune, il n'a que 46 ans et il a du mérite parce qu'il est inspecteur principal. Donc je souhaite là aussi que ceux qui ont pris la décision de le radier reviennent à la raison, comme au reste les centrales syndicales dont M. Madame Bassok, M. Guiraud, Bourama Diallo et tant d'autres le demandent avec insistance. Il faut une solution apaisée et apaisante. C'est évident que l'autorité a commis une bourde, une erreur, et je suggère modestement que l'autorité redonne à M. Sonko tous ses droits et que cette page soit tournée. Parlons maintenant de la plateforme Manko Wattu Sénégal qui a fait une sortie médiatique pour dire que la plateforme va organiser une marche le 14 octobre. Qu'est-ce que cela vous inspire, cette organisation qui s'érige en bouclier contre les dérives de ce qu'elle appelle les dérives du régime Macky Sall? Qu'est-ce que cette association de personnalités vous inspire? Alors, étant membre fondateur de Gortia Wardia, d'abord, ensuite de Wallu Sénégal, l'éphémère Wallu, ensuite de Wattu, Manko Wattu, il y a 3 éléments majeurs. Le premier, ce sont les libertés publiques. Madame Nafingom Keïta, M. Sonko, et avant eux, Pape Alioune Ndao, Cheikhouna Keïta et tant d'autres, Madame Amsetou Sow Sidibé, semblent avoir été traités d'une façon indigne de leur rang et du respect que la République leur doit. Et partant, il y a un problème
de respect des libertés publiques. Monsieur Abdou Mbow est dans son rôle, de même que Monsieur Moustapha Diakhaté ou Thérèse Diouf Faye ou Monsieur Mahmoud Saleh ou Madame l'ex-premier ministre Mimi Touré. Ils sont dans leur rôle, ou Monsieur Youssou Touré, de parler selon leur style. Je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Mais les personnalités qui ont été sanctionnées étaient dans l'exercice de leurs fonctions. Et ce n'est pas la même chose. Dans l'exercice des fonctions à l'OFNAC, aux impôts ou à la police, comme M. Cheikhouna et d'autres, il y a des règlements qui régissent le statut, la carrière, le profil et les sanctions. Pourquoi n'est-on pas passé par les procédures? Je regrette que les lois et règlements aient été tournés, mis de côté, au profit de sanctions que toute la nation déplore. Et donc là aussi, j'en appelle à l'apaisement pendant qu'il est encore temps. Ce pays a d'autres défis aujourd'hui. Nous avons besoin de l'entente pour l'emploi des jeunes, la dignité des retraités, les femmes, la sécurité sociale, la santé, l'éducation, mais pas de bataille où nos propres lois sont mises à mal par l'exécutif. Vous voyez, donc il ne s'agit pas de faire la guerre dans ce pays. Il s'agit de construire les modalités par lesquelles chacun d'entre nous, par civisme et par patriotisme, va respecter les lois, les règles de l'État. Pourtant, la séparation des pouvoirs est consacrée au Sénégal. Si vous parlez de l'exécutif, comme si c'est l'exécutif qui bafouait quand même les règles de procédure et cette théorie de la séparation des pouvoirs. Alors, je fais partie de ceux qui ont longtemps réfléchi et aussi travaillé sur le fait que notre État a tort. Au lieu de se référer à nos lois non écrites, de nos traditions, les lois non écrites sont plus fortes et sont supérieures aux lois écrites, formelles, héritées des Toubab. Je fais partie des défenseurs des lois non écrites. Mais qu'avons-nous fait? Nous avons recopié les lois issues de la Révolution française. Et nous avons empoché en même temps les travers de ces lois, c'est-à-dire le manque d'esprit. Une des grosses bourdes de la Révolution française de 1789, c'est la séparation entre la loi et l'esprit de la loi. De telle sorte que la loi n'a plus d'âme et on peut manipuler la loi et l'utiliser comme un instrument de règlement de compte. Et pourtant, M. Montesquieu avait averti qu'il fallait prêter attention à l'esprit de la loi. Mais nous, qu'avons-nous fait? Nous avons recopié les lois de la Ve République ou de la Révolution française et nous avons oublié l'esprit. Si aujourd'hui nous prenions l'esprit de nos traditions, c'est-à-dire les lois non écrites, Djom, Ngor, amour de la vérité, Deug, etc., nous n'aurions pas commis des choses aussi laides et aussi vilaines que tout ce qui arrive. Donc, à nouveau, je demande que nous revenions à nos traditions basiques et sociologiques, qui sont des lois encore plus fortes que les lois écrites, et que nous cessions d'utiliser les lois pour faire des règlements de compte. Au demeurant, eh bien, la séparation des pouvoirs est une fausseté. En Occident, tout le prouve, parce que le pouvoir ne peut pas arrêter le pouvoir. Tous les travaux des sociologues sénégalais contemporains le montrent. Lorsque vous faites un équilibre entre exécutif, législatif et judiciaire, eh bien, le jeu des pouvoirs, le jeu mécanique
ne peut arrêter aucun de ces pouvoirs. Ce qui peut arrêter l'un ou l'autre pouvoir, c'est l'esprit. Mais c'est quoi l'esprit? L'esprit, c'est ce qui est au-dessus du jeu des forces. Et donc, on nous ramène encore aux lois non écrites. C'est pour ça que notre République, si elle parvient à reprendre ses esprits et à arrêter de faire du copier-coller, peut demain enseigner et aux Français et aux Américains ce que la loi non écrite veut dire. Donc, je regrette là encore que nous passions pour des tartampions ignorants, nous ne réfléchissons pas et nous utilisons les lois comme des épées et des bâtons pour solder des comptes, alors que si nous suivions l'esprit des lois selon nos traditions, eh bien, les lois ne feraient que du bien chez nous. Dans la plateforme Manko Wattu Sénégal, il y a Idrissa Seck, il y a Abdoul Mbaye, il y a Malick Gakou, il y a Ousmane Sonko, il y a aussi Omar Sarr du PDS, peut-être même Karim Wade, s'il revenait, il allait pas faire partie de ce groupe. Est-ce que vous ne craignez pas quand même une bataille de personnalités, certaines divergences dans les conflits d'intérêts par rapport aux personnalités politiques, les idéologies? Est-ce que vous pensez que c'est un ensemble compact qui pourrait vraiment contrer le régime de Macky Sall? À mon avis, des conflits d'intérêts, il y en a et il y en aura. Ça, c'est évident. Simplement parce que de la même façon qu'il y a eu des bagarres très éprouvantes entre M. Idrissa Seck et M. Macky Sall, quand eux tous étaient dans le même camp, bon, de la même façon, j'imagine qu'il y en aura aujourd'hui entre M. Decroix, Diop, Gakou, parce que ce sont des traditions très mélangées, parfois mao-gauchistes par là, communistes repentis de l'autre côté, comme M. Dansokho, Ibrahima Sène. Bref, on est dans un Sénégal des melting pot. Mais le front que nous avons, je rappelle que c'est un front défensif avec une forte composante représentée notamment par la nouvelle jeunesse représentée par Abdourahmane Sow, COS M23, M. Cham, M. Moudban de Djoubanti et M. Dem. Bref, vous avez toute une composante civile, citoyenne. Alors, donc ce front-là n'est pas une coalition électorale. Je pense que parfois il y a des erreurs, à mon avis, dans les communications des leaders politiques. Ils parlent du front de l'opposition, eh bien, c'est pas l'opposition dont il s'agit. Il s'agit d'un front défensif. Si c'était un front de l'opposition, eh bien, il y aurait un programme de gouvernement de l'opposition. Il n'y a pas de front, il n'y a pas de programme de gouvernement de l'opposition. Il y a 3 points: les libertés, le fichier électoral qu'il faut reprendre, n'est-ce pas, avoir un consensus là-dessus. Et le 3e point, ce sont les ressources du pays, notamment la transparence sur la question du gaz et du pétrole. Vous voyez, cette plateforme-là, même des membres des coalitions gouvernementales pourraient y adhérer. Parce que précisément, il ne s'agit pas d'une bataille de l'opposition contre le pouvoir, mais de la nation vis-à-vis des dérives. La notion des dérives, en français, veut dire lorsque un bateau sort de son chemin tracé, eh bien, lorsque des vents contraires poussent une embarcation à sortir de sa trajectoire normale, on parle de dérive. Et donc, l'idée de dérive n'est pas une propriété de ceux qui lancent des appels et des alertes. La dérive peut être assumée, y compris par des membres actuels de Benno Siggil Sénégal. M. Moustapha Niasse peut parfaitement être d'accord avec nous. Idem pour M. Dansokho ou Mendoza, M. Mamadou Ndoye. Ils peuvent être d'accord avec le front sur les dérives. Et j'imagine que M. Dansokho, j'aimerais bien l'entendre de 10 heures de vérité, j'imagine que M. Dansokho est d'accord
avec nous sur le fait que, sur la question de M. Sonko, eh bien, il y a erreur et il y a faute. J'en suis persuadé. Je ne l'ai pas vu, M. Dansoko, mais je sais que du fond de leur cœur et de leur esprit, eh bien, je suis persuadé. Je ne dirais pas la même chose pour M. Djiboka, qui a une tradition PS confirmée, comme M. Tanordien. Pour eux, c'est le sabre qu'il faut utiliser, mais pour ceux qui ont une tradition, disons, révolutionnaire, qui remonte à plusieurs années, comme M. Dansoko, ou certaines traditions de lutte, je suis persuadé qu'ils ne seraient pas contre nous sur la transparence sur les ressources publiques. Je pense que M. Dansoko sera d'accord avec nous, sans être en face du pouvoir. Donc on peut être dans le pouvoir actuellement, auprès de M. Macky Sall, et pouvoir lui dire, comme le professeur Malick Ndiaye, président, c'est-à-dire, revenons sur ce sur quoi nous nous sommes tous entendus à l'obélisque, revenons sur nos serments. Donc pour moi, la ligne de démarcation, ce n'est pas la ligne opposition-pouvoir, mais c'est nation-loi, vérité, dérive. Et donc, là aussi, je souhaite que, à la manifestation du 14, que les jeunes qui sont dans le camp présidentiel, mais qui ont fait les grandes marches de l'obélisque pour le droit, la probité, l'autonomie, l'indépendance, que ces jeunes viennent à la marche. Donc c'est clair, je lance un appel à tout ce qu'on appelle aujourd'hui la mouvance présidentielle, aux organisations de Macky 2012, au PIT, à la COJER. Je leur lance un appel pour venir à la marche, parce que c'est une marche républicaine. Ce n'est pas une marche de l'opposition contre le pouvoir, c'est une marche de la nation pour la République. Absolument. Absolument. Une autre question avant de terminer. Il y a Manuel Valls qui est attendu aujourd'hui à Dakar. Que vous inspire cette visite, d'autant qu'il y avait Sarkozy qui était ici il y a quelques années et ça avait levé un certain tollé. Il y a une autre personnalité de la République française, en l'occurrence Manuel Valls. Que dites-vous par rapport à cette arrivée? Il y a certaines voix déjà qui se lèvent pour critiquer les APE, d'autres qui parlent de boucanie de l'islam de France. Que dites-vous par rapport à ça? Alors, d'abord, je dois dire que la France et nous, c'est une histoire de guerre coloniale, mais aussi de grande amitié. Donc je ne parlerai pas en mal de ce pays qui est un pays ami et de ce pays qui a donné au Sénégal une composante ethnique qui est constituée par les Toubabs. Au Sénégal, vous avez les Peuls, les Diola, les Wolofs, les Soninké, etc., les tout couleurs, mais vous avez aussi les Toubabs. Attention, il y a une composante Toubab dans la nation sénégalaise. À ce titre-là, on peut les citer, et ils sont encore là, leurs descendants sont encore là. Maintenant, concernant M. Valls, vient-il un ami ou un colonialiste qui vient visiter son jardin, son précaré? Vous voyez, tout est là. Si M. Valls vient un ami, ben, il doit être accueilli un ami. Mais s'il vient en Boromdar, c'est-à-dire maître des colonies du Sénégal et dépendance, s'il vient en défenseur des APE qui vont ruiner littéralement notre pays et notre économie. En 2007, je fais partie avec Maître Abdoulaye Wade et beaucoup d'autres de toutes les tendances de ceux qui ont organisé la manifestation à Bruxelles pour dire non aux APE. Et je pense que M. Macky Sall était avec nous d'ailleurs. Et d'autres que je vois encore. Mais que nous est-il arrivé? Vous imaginez la concurrence dans notre pays entre la PME sénégalaise
et l'industrie française, les banques, les assurances, l'informatique, etc. Je crois que si M. Valls vient pour cela, le peuple doit dire sa colère, comme exactement feu maître Mbaye Jacques Diop, en son temps, avait participé à cette fameuse manifestation des pancartes. Oui, je dis, si M. Valls vient pour imposer les APE qui vont détruire notre industrie, nos PME, pendant que la France ferme ses frontières à nos jeunes, oui, à ce moment-là, la colère du peuple doit être dite. Mais ce n'est pas vis-à-vis de M. Valls, c'est vis-à-vis de ceux qui l'ont invité, c'est-à-dire le président Macky Sall. Donc ne faisons pas d'actes de caractère racialiste vis-à-vis de M. Valls. La France est un partenaire, mais aux partenaires, nous devons dire simplement Gandouye Wibey. Le partenaire vient comme partenaire pour travailler dans le respect de nos objectifs. Mais le partenaire qui se considère comme le maître des lieux, qui donne des ordres, la jeunesse ne l'acceptera pas. Et donc, je souhaite que les relations historiques, politiques entre la France et le Sénégal soient développées et étendues, mais selon la vieille philosophie de Senghor, il faut assimiler les leçons des autres, mais ne pas être assimilé. Une dernière question, justement, on parle de France-Afrique, le débat sur la double nationalité, qui serait juste, selon certains, juste un subterfuge politique pour écarter d'éventuels candidats comme Abdoul Mbaye ou bien Karim Wade. Quel commentaire faites-vous de cela? Alors, je dois dire que je suis très déçu par le retard enregistré au niveau culturel par les élites sénégalaises depuis le départ du président Senghor. Les élites parlent de moins en moins le français et certaines élites, surtout les plus prolixes dans l'espace public, ne savent même plus articuler un discours. Certaines élites, à mon avis, devraient parler dans les langues nationales. En Pulaar ou en Wolof ou en Soninké, ce serait mieux. Parce que la notion de binationalité n'existe pas. Ce qui existe, c'est, voilà, un jeune Karim Wade, hier, M. Idrissa Seck, en prison. L'opinion demande justice. La colère gronde. Le pouvoir, hier sous M. Wade, aujourd'hui sur M. Macky Sall, trouve une solution, disons, bancale. Alors, dans ces conditions-là, notre pays n'avait pas besoin de ce débat sur prétendument binationalité, simplement parce que nous avons touché du doigt des questions sensibles. Vous imaginez que les émigrés contribuent plus que l'aide publique au développement annuellement dans notre pays. Mais la plupart de ces émigrés, qu'ils soient des Soninké, des jeunes nés en France, etc., ou en Amérique, ils ont normalement et naturellement la nationalité du pays d'accueil. Bon, surtout quand on sait que des grandes dames patronesses du Sénégal vont faire leur bébé en France ou en Amérique en disant « je vais sauver mon enfant ». Mais donc cette querelle sur la nationalité n'avait pas sa raison d'être et c'est un peu indigne du statut culturel de ce Sénégal civilisé. Et donc on voit des politiciens ignorants qui parlent. Donc ce crétinisme des élites, parce que c'est cela, est reflété dans ce débat. On voulait effectivement régler le problème ou régler son compte à M. Karim Wade, à M. Abdoul Mbaye. Mais pourquoi ne pas revenir à la République? La République est large.
et elle est généreuse. Pourquoi avoir mis sur la place publique les problèmes privés de M. Abdoul Mbaye, n'est-ce pas, divorce, etc. Tout cela pour l'empêcher d'exercer ses droits de citoyen. Si c'est cela. Et donc, je crois que là, encore une fois, je voudrais que ceux qui restent de la classe politique reviennent aux fondamentaux de notre sociologie et de notre histoire. C'est-à-dire qu'on revienne à la convivialité des égaux et qu'il y ait des discussions, de l'entente, de la cordialité, même s'il y a de la fermeté. Bref, je pense que la classe politique, ou une partie de celle-ci, a chuté sur le plan intellectuel, moral et éthique, peut-être parce qu'elle a accaparé les richesses et qu'elle ne veut pas rendre des comptes, notamment sur l'affaire de M. Aliou Sall. Donc, j'ai l'impression que la binationalité, c'était pas le vrai débat. Le vrai débat, c'est que un clan autour du président, avec notamment ce qu'on appelle le scandale Petrotim. Oui, c'est cela, avec Petrotim. Je crois qu'il y a des actes qui ont été posés. Et pour cacher et camoufler ces actes, on a créé toute une logomachie politique qui n'est pas claire, ni licite, ni morale, ni culturelle, pour cacher le problème. Le problème est simple. Monsieur Sonko, Madame Nafingom, ont-ils droit à des libertés? La réponse est oui. La République les protège. Pourquoi a-t-on levé leur protection? Les richesses pétrolières et gazières appartiennent-elles à toute la nation? Si oui, que fait la famille du président de la République dans les ressources pétrolières et gazières? Voilà la question qui est posée. Et donc, je souhaite que, là aussi, que le fichier électoral ne soit pas utilisé ou manipulé pour radier d'éventuels jeunes qui ne voudraient pas voter demain pour M. Macky Sall. Alors, avec tout cela, où va le Sénégal? Mais c'est évident que les débats sont faux. Ce qui est réel, c'est ce qu'on veut cacher, à savoir les richesses, les libertés, l'accaparement, l'impunité, la transhumance. Donc je crois que ne laissons pas la nation être abusée par des tours de passe-passe. Et donc la division dans ce pays, ce n'est pas entre opposition et pouvoir, c'est entre ceux qui trahissent les lois et règlements et ceux qui disent halte. Et donc, tous les hommes de vérité, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur appartenance politique et leurs obédiences, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir ou de la société civile, etc., doivent se donner la main pour préserver ce Sénégal et empêcher vraiment l'image difficile que j'ai vue à New York. Le président de la République élu, traité de voleur dans les rues de New York, sur des pancartes, son épouse vilipendée, etc. Ce n'est pas ça le Sénégal. Et je souhaite que, très rapidement, que le dialogue prôné par le comité des intellectuels depuis maintenant plusieurs années, ce dialogue véridique ait lieu avec toutes les composantes qui le souhaitent sur les questions actuelles de la nation. Donc je souhaite qu'il y ait une conférence nationale du Sénégal. Au cas où cette conférence ne pourrait pas avoir lieu, évidemment, les élections présidentielles anticipées au mois de février 2017 sont inévitables. Professeur Malick Ndiaye, Leral.net vous remercie. C'est moi qui remercie Leral.